soir, on va parler choix technologique pour sa stratégie mobile. Avec Johan Nussbaumer, l'ami d'Elon Musk, de Carlos Ghosn, etc., qui est le cofondateur de ChargeMap, et Pierre Fritsch, qui fait plein de choses, mais ce soir on a mis UI et UX designer. Je les laisserai se présenter tous les deux plus amplement juste après. Donc déroulement de la soirée, Johan va parler en premier. Il va parler plus de son expérience chez ChargeMap, parce qu'il y a ChargeMap est aussi une application mobile, donc il va retracer un peu l'historique, les choix qu'ils ont fait, pourquoi ils les ont fait, etc. Donc un très beau retour d'expérience. Et Pierre Fritsch, Pierre va plutôt s'intéresser au côté design et organisationnel de comment on prépare le projet. Donc ça, phase 2. Phase 3, on fera un petit table ronde pour répondre à vos questions. Et phase 4, comme d'habitude, le buffet, on pourra discuter de manière détendue, poser des questions, etc. Voilà. Donc, Johan, c'est à toi, sous les applaudissements. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Johan Nussbaumer, je suis le fondateur de la société ChargeMap. Je vais vous présenter un petit peu l'histoire de l'entreprise et à travers ça aussi l'histoire de notre application mobile, puisqu'on a démarré l'application mobile ChargeMap en 2011. Donc on a vécu pas mal de choses et je vais essayer de vous faire un retour d'expérience qui peut vous aider, j'espère. Je ne vais pas vous lister toutes les technologies qui sont disponibles sur le marché, ce que vous pouvez en faire, etc. Je vais juste vous dire quels sont les technos qu'on a choisis. On a changé plusieurs fois, je vais vous expliquer pourquoi on a changé et j'espère que ça pourra vous éclairer sur vos choix à venir. Et tout d'abord, ChargeMap, qu'est-ce que c'est? ChargeMap, c'est une entreprise qui est née avec la vision de simplifier en fait la recharge pour les conducteurs de voitures électriques. Une voiture électrique, ça se recharge à la maison, mais ça se recharge aussi à l'extérieur sur des bornes de recharge publiques. Et là, c'est pas toujours évident de trouver la borne de recharge avec la prise qui va bien pour votre véhicule, d'avoir le bon badge, parce qu'il faut un badge spécifique pour lancer la recharge. Tout ça, c'est un petit peu compliqué. En fait, nous, notre objectif, c'est de simplifier ça pour le conducteur, dans l'objectif en fait de faciliter l'adoption des véhicules électriques. Donc on fait ça au niveau de l'Europe. Donc on a des bornes de recharge qui sont référencées dans notre application mobile un petit peu partout. On le fait ça en fait avec la communauté, une communauté d'utilisateurs engagés qui peut rajouter des bornes de recharge, qui peut laisser des commentaires, des photos, etc. Signaler sa recharge avec un check-in. Donc on a vraiment une appli qui est communautaire et c'est l'ADN de ChargeMap. Depuis l'année dernière, en fait, on a complété cette offre d'application mobile avec un badge d'accès universel qui permet de se recharger sur les différents réseaux de recharge. Pour faire simple, en fait, chacun des 800 réseaux de charge qu'on avait identifiés en Europe avait son badge. Donc nous, en fait, on vient pour simplifier tout ça et unifier en fait ce système de badge. Voilà, et au final, l'application mobile, en fait, elle est au centre vraiment de notre stratégie. C'est comme ça qu'on conquiert des utilisateurs et c'est aujourd'hui une stratégie qui paye puisqu'on a une application mobile qui est parmi les mieux notées en fait, de sa catégorie. Aujourd'hui, il n'y a aucun de nos concurrents qui a une application mobile mieux notée que nous. Donc on est assez fiers de ça et c'est le résultat au final d'une stratégie mobile démarrée donc, il y a quasiment 7 ans. Je vous ai mis quelques chiffres. On fédère aujourd'hui une communauté de 158 000 utilisateurs, conducteurs de véhicules électriques. Donc ça reste encore un petit peu une niche, mais au final on est sur des chiffres qui sont très bons par rapport à l'ensemble des véhicules électriques qui sont en circulation en Europe. Donc comme vous pouvez le voir, on a une communauté qui est plutôt active puisqu'on a un grand nombre de commentaires. Et un point intéressant, c'est le nombre de contributions qu'on reçoit chaque mois. Donc les contributions, c'est une nouvelle photo, un nouveau commentaire, etc. Et ces contributions sont validées par notre équipe de modération. Ce qui fait que derrière, en fait, on a une qualité d'info qui séduit nos utilisateurs. Et au final, on arrive avec un contenu dans l'application mobile qui est pertinent et qui est unique pour l'utilisateur. Voilà, je vais vous présenter ChargeMap. Voilà, la première application mobile, ça fait toujours bizarre quand on la revoit.
C'était d'un autre âge niveau design, mais c'était vraiment notre première application mobile, c'est la première fois qu'on faisait ça. À l'époque, j'étais en fait seul avec un stagiaire. Et donc on a développé cette appli avec un partenaire tiers, donc une société tierce. On a cassé notre tirelire, on a eu une aide aussi de la région Alsace, et sans cette aide de la région, je pense que ChargeMap ne serait pas là pour témoigner aujourd'hui, donc j'en profite pour les remercier. Et donc on a pu développer cette première application mobile auprès d'un prestataire externe, et la technologie qu'on a choisie à l'époque, c'était la technologie native proposée par Apple, puisqu'on a d'abord fait une appli Apple, et ensuite on a fait de l'Android. Donc tout ça, ça s'est plutôt bien passé, l'application fonctionnait bien, etc. Mais la difficulté qu'on avait, c'était qu'on externalisait cette prestation, et donc on s'est retrouvé avec un prestataire qui a fermé. Donc on avait du mal du coup à faire évoluer l'application mobile, et puis on était frustrés parce qu'on était deux à faire du développement web, on était frustrés de ne pas pouvoir aller plus vite dans les développements et mettre en place nos idées rapidement. Mais voilà, en tout cas au niveau de la techno, ça tournait plutôt bien, on était satisfaits, on cherchait quelque chose qui allait nous permettre d'aller plus vite et de moins dépendre de prestataires externes. Du coup, on a lancé une autre application mobile, on s'est tourné vers une autre technologie qui est la technologie Cordova. Je vais essayer de ne pas être trop technique, mais pour faire simple, c'est un petit peu la même technologie qu'on utilise pour faire des sites internet. Donc du coup ça nous était familier, et on encapsule tout ça dans un dossier pour faire simple, et on peut publier ça sur les stores. En tout cas ça c'était la promesse de cette technologie. Et en fait, il s'est avéré que c'était beaucoup plus compliqué, puisque en fait, il faisait une adaptation entre les technologies mobiles et les technologies web. Et souvent, en fait, avec les mises à jour des systèmes d'exploitation mobile, la passerelle n'était pas toujours faite correctement. Il y avait des difficultés techniques sur lesquelles en fait, on n'avait pas la main, parce qu'on dépendait de cette technologie-là, qui était une technologie tierce. Et du coup, ça nous a posé pas mal de problèmes, notamment avec la partie cartographique, puisque la carte était assez lente au final sur l'appli. Mais dans tous les cas, on n'avait pas non plus de budget pour aller faire développer une application tierce en natif sur deux plateformes. C'était quelque chose qui coûtait cher, on n'avait pas les moyens. Donc on s'est débrouillé avec ça, mais franchement on en a bavé, on a galéré. Au final, l'application fonctionnait pour l'utilisateur à peu près, donc il y avait des notes qui étaient correctes, mais on n'arrivait pas au niveau de qualité qu'on souhaitait. Par contre, pour revenir sur Cordova, je pense que ça peut encore être un choix valable si vous cherchez à faire demain des applications qui sont assez simples, qui sont juste de la présentation de contenu, mais dès lors que vous allez faire vraiment de l'applicatif, typiquement ici on a de la recherche, on a la possibilité de zoomer sur la carte, de faire des contributions, il y a des formulaires complexes, etc. Là, la techno trouve ses limites. En tout cas, nous on les a touchés, ces limites, et donc on a refait un autre choix pour l'application mobile que vous connaissez actuellement, qui est le choix de redévelopper l'application en natif. Donc entre temps, les technos ont un peu évolué, donc on est passé sur Swift et Kotlin, qui sont les deux langages, un sur iOS et l'autre sur Android. Entre temps, c'est passé aussi le levée de fonds, donc on avait un petit peu plus de moyens, ça simplifie les choses. Et en fait, du coup, on a constitué une équipe mobile avec un développeur iOS, un développeur Android, et puis un designer qui est venu rejoindre aussi l'équipe. Et au final, en fait, on a trouvé ce choix technologique et cette façon de fonctionner, elle collait bien pour nos usages, pour ce qu'on souhaitait faire. C'est pas forcément vers là que vous devez aller si vous voulez développer une application mobile. Tout dépend de votre budget, tout dépend de votre équipe et de vos objectifs. Mais dans tous les cas, ChargeMap, la technologie native, c'est vraiment ce qui fonctionne le mieux, ce qui était le plus performant, et aujourd'hui ce qui donne les meilleures notes au niveau de l'App Store de la part de nos usagers, de nos utilisateurs. J'ai essayé de faire un retour d'expérience assez court, assez simple, mais si vous devez retenir trois choses, c'est posez-vous déjà la bonne question de la technologie par rapport à votre budget, par rapport à vos besoins. Si vous faites quelque chose de très simple,
franchement, Cordova ou d'autres technologies, on va dire, intermédiaires, fonctionneront très bien, vous coûteront moins cher et seront adaptées. Pour prototyper aussi, c'est des technologies qui sont adaptées, notamment si vous avez des compétences web en interne dans votre équipe, vous pouvez prototyper très très vite, avant éventuellement de repasser pour une version plus solide sur du natif. Si vous pouvez préférer les technologies natives, donc ça je l'ai expliqué, et si vraiment l'application mobile c'est votre cœur de métier et que vous misez tout sur votre appli, ne l'externalisez pas, franchement pour 100 000 raisons, mais ne l'externalisez pas ou faites-le à la limite au début. Mais il faut vraiment que vous ayez dans votre stratégie de l'internaliser parce qu'une fois que c'est internalisé, vous pouvez être beaucoup plus efficace, vous traitez directement les retours de vos utilisateurs, vous mettez à jour l'appli et vous rentrez dans un cercle vertueux qui fait que derrière vos utilisateurs sont satisfaits. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire et puis je laisse la place du coup à Pierre pour la partie plutôt design. C'est vrai que nous on a aussi intégré un peu tardivement en fait un designer dans notre équipe et au final ça a changé pas mal de choses dans l'expérience utilisateur et dans ce qu'on a réussi à construire comme produit. J'en profite aussi pour signaler qu'on a Raphaël, notre développeur Android, qui se cache derrière, mais qui éventuellement pourra répondre aussi à vos questions si jamais vous en avez. Voilà, merci en tout cas. Alors, comme je le disais au départ, on va peut-être pas prendre de questions tout de suite. Ça, on a la table ronde juste après le talk de Pierre. Ça laissera plus de temps. Éventuellement, s'il y a quelqu'un qui a vraiment une question là, urgente, là tout de suite, on peut la prendre. Non, ok, ce sera pour après. C'était le temps du changement technique. On peut prendre du temps. Pour le temps, c'est long. C'est normal. Du coup, vous avez le temps de télécharger l'application de ChargeMap. C'est pas grave, vous pouvez contribuer aussi. Hein. Si vous voyez une borne de recharge, même si vous n'avez pas de voiture électrique, vous pouvez contribuer. Vous avez peut-être des trottinettes électriques. Ça marche aussi, des scooters. Ouais, on peut, ouais. Voilà, Pierre. Merci. Alors, bonsoir à tous. Merci à ZAS Digital, le Shadok, Startup, Strasbourg Startup, merci de nous accueillir. Donc moi je m'appelle Pierre, je suis UX UI designer, entre autres. Aussi fondateur d'une société qui s'appelle Impact Positif. Et cette société elle est spécialisée dans le design centré utilisateur. Donc en fait, tu en as beaucoup parlé finalement dans ta présentation. Tu as dit souvent, on a des utilisateurs, on essaie de satisfaire leurs besoins, d'avoir des bonnes notes. On a pris un designer, ça a tout changé, voilà. Ce que je vais vous dire là, finalement, ça pourrait s'adapter au web, aux applications tablettes ou autres. J'essaie d'utiliser des exemples qui sont spécifiques pour le mobile. Mais finalement, c'est des conseils, c'est un peu notre méthodologie. On n'a pas la prétention de faire la meilleure au monde, mais en tout cas, c'est quelque chose qui fonctionne en fait dans la conception et qui s'adapte, entre autres, aux applications mobiles. Alors, UX Design, bon, expérience utilisateur, je pense du coup, ça vous parle, non? Ok, ouais. Tout le monde voit ce que c'est? Ouais, c'est bon? Ok. En gros, alors je reviens là-dessus parce que c'est un point important. C'est vraiment ce que va vivre l'utilisateur quand il va télécharger votre application, quand il va attendre le petit temps de chargement, quand ça va s'afficher, quand il va pouvoir s'inscrire sur votre compte, quand il va pouvoir utiliser la map pour... Tout ça, c'est vraiment ce qu'il va vivre, le ressenti qu'il va avoir, les sensations qu'il va avoir en l'utilisant. C'est tout ça l'expérience et c'est ça qu'on va essayer d'améliorer pour justement avoir des meilleures notes et pour aussi mieux satisfaire son besoin. Alors j'ai rapidement mis un petit peu le sommaire, j'ai essayé de ne pas être trop long là-dessus, mais c'est juste pour vous donner un peu la trame. Je pense que vous connaissez aussi la méthode Design Thinking qui vise à vraiment explorer les besoins avant de concevoir, puis tester, ça vous parle aussi, et de faire des boucles. Donc en fait ce que je dis là, il y a différentes techniques, différents outils, et selon les phases, en fait il faudra les adapter. Donc voilà, j'ai mis un peu dans un certain ordre, mais finalement l'ordre n'est pas respecté tel quel.
Alors première chose, donc, ce qu'on disait, exploration des besoins. Est-ce qu'on a besoin de faire une application mobile? Est-ce qu'on a besoin de faire une application sur tablette? Voilà, c'est une première hypothèse. Il faut la valider, il faut la tester. Donc pour savoir ça, le mieux c'est d'aller parler à vos utilisateurs. Moi j'ai trop vu des ingénieurs ou des designers ou des gens qui ont conçu des choses en restant devant leur bureau. Non, ça marche pas comme ça. On va pas écrire un cahier des charges pendant 6 mois devant son bureau si on n'a pas rencontré les bonnes personnes avant, si on connaît pas bien un peu le contexte, le quotidien de ces gens-là. Donc on va à leur rencontre, on va les trouver ces personnes, et il faut aussi bien les sélectionner, bien les choisir. Parce que si on prend des gens qui se baladent dans la rue et qu'on leur demande tiens, qu'est-ce que tu penses de mon application de ChargeMap? Ah ouais, mais moi j'ai pas de voiture électrique, j'ai pas de voiture du tout, voilà, il n'est pas concerné, donc même s'il fait des retours qui sont sans doute très intéressants, en fait c'est pas pertinent. Donc trouvez, sélectionnez vos utilisateurs, les personnes avec qui vous allez parler pour explorer leurs besoins à eux. Et lorsque vous faites ça, soyez vraiment à l'écoute. Donc écoutez vraiment ce qu'ils disent, ne leur parlez pas trop vous, essayez de plutôt poser des questions ouvertes, d'écouter ce qu'ils veulent dire derrière leurs mots, et observez aussi leurs réactions. Je vais couper tout de suite comme ça, et puis nous en voilà, donc quelques outils. Les interviews, ça paraît tout bête, mais parler avec les gens. Donc, on va à leur rencontre, on les fait venir. Il y a deux types d'interviews qu'on peut faire. Il y a les entretiens individuels ou les focus group où on fait venir en fait une petite équipe, une équipe ou un petit groupe de personnes, et leurs discussions entre elles vont faire que il va y avoir une émulsion dans la discussion. C'est ce qu'on a fait par exemple. Donc, on a travaillé avec un client sur une application pour les femmes de ménage. Donc c'était super intéressant, on en a fait venir quelques-unes et on a fait un petit groupe de discussion, on leur a posé un petit peu la question, voilà, comment ça se passe votre journée. Alors l'idée de l'application c'était d'organiser leur tour, parce qu'actuellement c'est sur papier, elles ont les différents numéros des salles qu'elles doivent nettoyer, l'idée c'était de simplifier ça avec une petite application. Et donc voilà, c'était super intéressant parce qu'il y en avait une qui parlait portugais, l'autre qui traduisait un petit peu ce que disait l'une. Enfin bon bref, elles ont raconté plein de choses de leur journée et en fait on s'est rendu compte que elles sont très très autonomes, elles n'ont pas trop besoin d'un process bien spécifique. Rien qu'en discussion on a bien compris, ah oui, elles savent exactement ce qu'elles doivent faire, on n'a pas besoin de leur dire quoi faire. Voilà, c'est des choses qu'on apprend en fait, on discute, on pose des questions et on apprend beaucoup de choses. Il y a une autre façon de faire, alors là c'est Béatrice et Vanessa, on est allé en fait sur place. Donc ce qu'on appelle le shadowing, c'est tout simplement, on va suivre en fait nos utilisateurs sur leur lieu de travail, dans leur contexte d'utilisation de l'application, et on va les suivre en fait dans leur journée. Donc là on a suivi avec le petit chariot, et ça nous a appris plein de choses sur comment faire en sorte que la personne puisse avoir l'application, enfin la tablette, avec elle, parce que bon, elle a les gants, alors il faut qu'elle mette les gants, qu'elle enlève les gants, après... Alors il faut qu'elle prenne la tablette, alors on a trouvé un système pour accrocher la tablette sur le chariot. Donc voilà, tout ça en fait, on s'en serait pas rendu compte si on était resté dans notre bureau. Donc d'aller sur place, de se rendre compte du contexte, de l'environnement, c'est super important. Alors une fois qu'on a bien exploré la problématique, on a bien compris le besoin, après on va générer des idées, on va co-concevoir. Alors j'aime beaucoup le terme de co-conception parce que ça sert à rien de concevoir nous dans notre coin et puis après d'arriver avec les livres, les tablettes de la loi du designer avec les maquettes terminées. Non, on essaie de concevoir avec toute l'équipe, donc les développeurs, quelques usagers ou utilisateurs, le décideur, c'est super important aussi qu'il participe à la conception. Pourquoi? Parce que d'une, chacun a une vision, une perception des choses assez différentes, ce qui permet de générer le maximum d'idées possibles. Donc on ouvre en fait le champ des possibles. Ça permet aussi, quand on a tous les acteurs, de prendre les contraintes de chacun. Donc chacun a des contraintes différentes, le développeur voilà, il pense déjà un petit peu à la technique, etc. Et donc quand on conçoit ensemble, on peut directement prendre ces contraintes-là, ça permet de gagner du temps dans les allers-retours par la suite. Et aussi, alors j'ai mis chaud dans le tas, celui-là j'aime bien, on utilise souvent beaucoup de mots quand on discute à plusieurs. L'idée c'est d'aligner un peu toute l'équipe, même niveau d'information, et pour faire ça en fait on va montrer les choses au lieu de les dire, donc on va utiliser le dessin. Alors c'est un outil aussi tout bête, mais finalement le dessin c'est ce qu'il y a de mieux en fait pour se comprendre entre nous dans l'équipe, et aussi pour montrer les choses après quand on a des partenaires qui viennent et qu'on essaie de leur expliquer. Alors on peut leur expliquer avec des mots, mais si on leur montre c'est beaucoup plus simple. Alors là c'est Thomas aussi, un ingénieur qui travaille dans une société qui travaille dans des dispositifs médicaux.
Et on a réuni des infirmières, Thomas, il y avait aussi des médecins, pour imaginer une application pour aider les infirmières à suivre leurs patients plus simplement. Pour éviter qu'elles aient les photos des plaies des patients sur leur timeline perso, par exemple. Et donc ensemble, on a conçu en fait cette application. Donc on s'est mis autour de la table et on a commencé à dessiner. Donc on a d'abord commencé par un storyboard qui décrit un petit peu le parcours de l'infirmière dans le suivi de ses patients. Et après ça, donc on a fait, alors j'ai mis Design Studio, c'est un terme comme un autre, 6 to 1, c'est en fait chacun a dessiné le maximum d'idées possibles, des alternatives différentes, de solutions imaginées pour créer en fait des nouvelles solutions. Alors pour simplifier ça, quand on est sur du mobile, en l'occurrence, on peut utiliser des petits gabarits, ce qui permet de trouver une certaine proportion de la forme pour dessiner. Ça peut faciliter le dessin pour certaines personnes qui pensent ne pas savoir dessiner. J'imagine que vous, il y en a sans doute qui se disent « Ah, moi je sais pas dessiner ». Non? Ouais, si, voilà, ouais, c'est faux, en fait, tout le monde sait dessiner. Si vous savez faire un trait avec un crayon, un carré et un rond, c'est bon, vous pouvez faire des wireframes ou des dessins simples pour visualiser vos idées. Et tout le monde y arrive en fait. Alors une fois qu'on a fait des wireframes un peu moches, enfin des petits grouillis-bouillis sur notre... Ah, c'est pas possible. Des petits gribouillis sur notre tableau, du coup on va essayer de rendre ça un petit peu plus simple, plus visuel, excusez-moi. Plus visuel, donc on va faire des wireframes un peu plus travaillés. Là, l'étape du wireframe, ça permet aussi d'ajouter du contenu. Donc là, on va travailler les labels, on va pouvoir tester un petit peu le texte, le contenu, le ton déjà éditorial qu'on veut mettre dans l'interface. Et je vous ai mis juste quelques outils, voilà, Balsamiq, très connus. J'imagine que si vous avez des startups, vous avez déjà un petit peu peut-être fait des mock-ups. Donc une fois qu'on a notre premier, j'ai envie de dire presque prototype, puisque finalement les wireframes c'est une forme de prototype. On va tout de suite le tester, on va valider en fait que cette solution-là, elle répond aux besoins qu'on avait identifiés au départ. Et pour faire ça, bah voilà, on va le montrer à des utilisateurs, tout simplement. Alors ça ne sert à rien de développer déjà, hein, je veux dire, on peut déjà montrer même sur papier des fois des wireframes, et on a des retours utilisateurs qui sont super intéressants, qui nous permettent en fait d'ajuster les choses avant d'aller plus loin, avant d'investir plus de temps et d'énergie dans le développement de choses plus compliquées. Il y a 2-3 règles, hein. Quand vous faites ça, il ne faut pas orienter les gens. Quand vous montrez les choses, on a tendance à dire « Ouais, t'as vu, ça c'est super ». Et la personne elle réagit « Ah là, je comprends pas trop », on a envie de se justifier, on a dit « Oui, mais là, c'est parce qu'on n'a pas pensé ». Non. Quand on montre les choses à ce stade-là, en fait, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le retour de la personne. Alors, on ne se justifie pas, on lui montre juste et on attend. On prend des notes, on écoute, et après, on prend en compte ce qu'elle a dit. C'est pas forcément très coûteux en fait de faire ça. Alors il y a beaucoup d'entreprises qui pensent que voilà, attention, test utilisateur, c'est de la science, c'est dans un laboratoire. Non, en fait, on peut faire du guérilla testing ou des choses très très simples. Donc on a nos wireframes, on les a mis sur une interface téléphone. Alors là c'est Chloé, c'est ma collègue Chloé, qui fait partie d'Impact Positif, avec qui on a fait des tests utilisateurs sur un e-commerce. Alors c'est pas une application, mais voilà, un e-commerce version mobile. On est allé dans un café, voilà, c'est le Grafalgar, je crois, mais on aurait pu faire le Shadow. Et c'est un test tout simple de 15-20 minutes où on laisse la personne en fait utiliser notre wireframe, cliquer sur les boutons, ou là en l'occurrence notre e-commerce, et on observe en fait comment est-ce qu'il perçoit la chose. En plus on lui demande un petit exercice qui n'est pas forcément évident pour les utilisateurs, mais c'est de décrire ce qu'ils pensent pendant qu'ils utilisent l'application. Et ça c'est super enrichissant, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de verbaliser ce qu'ils ressentent ou ce qu'ils ne comprennent pas. Et nous, en tant qu'observateurs, ça va vraiment nous apporter beaucoup d'informations sur qu'est-ce qui fonctionne ou qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans nos solutions. Ok, on a validé notre solution, on sait qu'on est dans la bonne direction, maintenant on va essayer de mettre un petit peu les formes là-dessus. Alors UI Design pour User Interface Design, on va concevoir en fait la mise en page, c'est-à-dire mettre vraiment les choses en forme, travailler le contenu qu'on a déjà un petit peu travaillé, mais c'est vraiment travailler le contenu, le mettre, comment dire, il va évoluer avec la forme en fait, le contenu. Mais il faut quand même déjà avoir du bon contenu pour travailler la forme, c'est plus logique en fait. Et j'ai mis penser ergonomie parce qu'il y a toujours des bonnes pratiques, il y a toujours des guidelines un petit peu qui existent, surtout quand on travaille sur les applications mobiles. Je ne sais pas si du coup ChargeMap est basé sur une guideline préétablie,
mais il y a des choses qui existent. On n'est pas obligé de tout construire de A à Z, il y a déjà des standards ou des choses qui sont bien installées, qui fonctionnent. Comme par exemple pour Android, les Material Design Guidelines. C'est carrément un guide en fait, qui permet de savoir comment construire ces pages, ces différents outils. Alors c'est adaptable, on peut l'adapter, on peut changer quasiment tout, mais disons voilà, on a une base de structure pour construire notre application. Alors j'ai mis guide des styles parce que voilà, l'idée c'est de construire quelque chose de modulable qu'on va pouvoir faire évoluer par après. On va choisir un certain ton, une certaine donner une direction émotionnelle un petit peu à la chose, en définissant une palette de couleurs, des typographies, des gabarits. On va voir un petit peu tout ce qu'on met dans les chartes graphiques. Et ça, on va pouvoir le réutiliser en fonction des évolutions aussi de l'application par après. Il y en a qui travaillent actuellement sur les design systems. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Le principe, c'est qu'on a une source de vérité entre guillemets unique qui contient un petit peu tous les éléments de design dont on aura besoin pour tous les types d'écrans. Et que ce soit le designer ou le développeur, ils vont pouvoir les piocher là-dedans pour récupérer les éléments dont ils ont besoin. Par exemple, un bouton, le bouton, on sait qu'il a telle couleur, telle taille de typo. Et ça, le designer il va pouvoir le changer, faire des modifications. Et chez le développeur, il va pouvoir récupérer ces informations pour mettre à jour l'application. C'est une forme aussi de documentation et qui permet de mettre à jour plus facilement après l'application. Donc une fois qu'on a défini ce ton, on va y arriver, on va travailler la maquette graphique. Alors maquette graphique, c'est pas forcément la peine d'en faire une, et d'ailleurs on a trop tendance à vouloir en faire une dès le départ. La maquette graphique, c'est vraiment un outil de communication au sein de l'équipe qui permet surtout de valider en fait, c'est quasiment l'application comme si elle existait vraiment. Donc voilà, ça permet de valider vraiment entre nous voilà, le ton qu'on veut donner. Et c'est pas forcément la peine non plus de faire tous les écrans en maquette, puisqu'on a notre charte graphique qui est bien faite. En théorie, on n'a pas besoin de maqueter tous les écrans, mais ça permet de donner l'ensemble sur quelques écrans clés, ce qui peut donner voilà, une impression de fini. Cette impression de fini d'ailleurs, alors je vous ai mis quelques outils pour faire ça. Bon, il y a Sketch, hein, il y a Adobe, Adobe XD, Figma qui est une espèce de Google Drive. Pour designers où on peut s'amuser ensemble à modifier les couleurs. Et il y a Mako qui est intéressant pour ceux qui n'ont pas trop de budget puisqu'il est gratuit et en plus il est responsive, c'est-à-dire qu'on peut adapter la taille des écrans directement nativement. Et j'ai mis un petit coup de cœur aussi sur Sketch Mirror qui est un plugin pour Sketch qui permet pendant qu'on design notre application de voir en fait le résultat directement sur le téléphone. Et donc au niveau des proportions, on peut tout de suite tester si tiens le bouton il est trop petit, j'arrive pas avec mon gros pouce à cliquer dessus. Voilà, ça permet de se faire une idée assez rapidement. Et enfin j'ai aussi mis Open Device Lab, c'est pas un outil, c'est un lieu, enfin ce sont des lieux, c'est un réseau de lieux, des agences ou des passionnés qui ont récolté en fait plein de matériel des anciennes tablettes, des anciens téléphones et qui les ont mis sur une armoire, qui ont tout branché ensemble. Et il suffit d'aller sur opendevicelab.com, je crois. On s'inscrit, on peut aller sur place, on peut tester en fait son application, son design sur tous les différents types d'écrans et dans les anciens systèmes aussi. Donc pour les développeurs, ça peut être intéressant aussi. Voilà, et donc avec notre maquette, on peut aussi créer un prototype interactif qui va être quasiment le résultat fini pour faire des tests. Là, c'est ce qu'on a fait. Alors, celui-là, il n'a pas coûté très cher, hein. C'était un petit prototype qu'on a fait en un jour pour des restaurants de plats emportés. L'idée, c'était de pouvoir les commander en ligne et puis de passer les chercher, d'avoir une petite alerte quand ils sont prêts. Et donc, on a fait ça avec Sketch. Alors, on aurait pu le faire avec InVision ou Adobe XD, c'est pareil. Ça permet en fait de tester après, en test utilisateur scénarisé, de capter les réactions de l'utilisateur quand il est devant son application terminée. On va filmer, on va prendre son visage et on va le laisser faire un petit scénario, c'est-à-dire tiens tu vas commander ton plat favori chez l'Indien et puis aller le chercher et puis on va voir comment ça se passe, on va filmer et après on saura tiens qu'est-ce qui a fonctionné ou pas. Alors, pour conclure, je pense que vous avez déjà vu une pyramide comme ça si vous travaillez dans les MVP et ce genre de choses. L'important, que ce soit au départ, quand on commence à concevoir, ou à la fin quand on développe, c'est d'avoir une base de fonctionnalités, de choses qui apportent quelque chose de réel, qui adresse un réel besoin à l'utilisateur, useful, donc vraiment
qui est une plus-value pour lui, usable, qui soit utilisable, donc on va tester que ça marche, que ça fonctionne, que ce soit aussi efficace, rapide, lisible, compréhensible. Et il ne faut pas oublier la partie, la cerise un peu sur le gâteau, mais il ne faut pas l'oublier, c'est vraiment le côté attractif, le côté émotionnel, ce que la personne va ressentir en utilisant la chose. Voilà, merci beaucoup.